Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi 6 juin 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Sayed Mem Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Bonjour Nima. Hi Nima, thank you very much. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un vrai plaisir d'être dans votre émission. À chaque fois que vous annoncez la date, on dirait que vous la découvrez pour la première fois. Je ne sais pas, on a l'impression que vous vous demandez « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Oui, exactement. Depuis que la guerre a commencé, ça a toujours été comme ça pour moi. Parfois, je ne sais même plus quel jour on est. Oui, parce que tout le monde est là en train de... Faire la même chose, 24 heures sur 24, tous les jours. Oui, parce que quand on sera le 6e jour du 6e mois de l'année 2026, ce sera la répétition de 666. C'est pour ça que j'ai essayé de le changer en 2026 et pas en 2026. Professeur Marandi, je voudrais commencer par ce qui s'est passé la nuit dernière. Cette nouvelle série d'attaques contre l'Iran. Vers 1h30 du matin, on a appris, d'après ce qu'a annoncé le corps des gardiens de la révolution islamique, que 4 pétroliers avaient tenté de traverser le détroit d'Ormuz. Ils ont été avertis, mais aucun de ces navires n'a tenu compte de l'avertissement. Ils voulaient passer par le détroit d'Ormuz. Puis, l'un d'eux a été touché par un missile iranien et les autres pétroliers ont fait demi-tour. Plus tard, vers 2 heures du matin, un drone américain a frappé une tour de communication à Keshm. Ensuite, un port à Sirik a été attaqué par les Américains avec 2 missiles. Après ça, on a eu la riposte iranienne sur le Koweït et Bahreïn. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, la 5e flotte à Bahreïn a été touchée. Parce qu'il y a des images qui circulent de là-bas. Que s'est-il passé exactement la nuit dernière et qu'est-ce qu'on sait de la situation sur place? Eh bien, tout d'abord, je pense, Nima, qu'il faut toujours garder ça en tête. Les États-Unis mentent depuis le tout début. Depuis le début de cette guerre, que ce soit à propos de leurs frappes contre l'Iran ou des frappes iraniennes contre des positions américaines, ils mentent. Ces derniers jours, ils répètent que tous les missiles et drones iraniens ont été abattus, ce qui est absurde. Les Iraniens atteignent leur cible avec une grande précision. Et ça, ils ne peuvent pas le cacher. Et lors des 2 dernières frappes, les Iraniens ont frappé les Américains plus durement qu'avant, en représailles. Donc c'est un peu disproportionné. Les Américains mènent une petite frappe et les Iraniens répliquent beaucoup plus fort. C'est un autre point qu'il faut bien garder à l'esprit. Ces derniers jours, les représailles iraniennes ont été plus sévères. Et puis, il y a autre chose que les Américains disent, ou du moins que les médias occidentaux répètent, même ceux qui sont opposés à Trump. Ils affirment que ces dernières semaines, les Américains auraient discrètement réussi à faire sortir des dizaines de pétroliers et de navires du Golfe Persique, en passant par le détroit d'Ormuz. C'est complètement faux, totalement inventé. Et c'est sans doute une partie du processus de manipulation destiné à maintenir les prix du pétrole, de l'énergie et d'autres matières premières à un niveau bas. Si le New York Times, le Wall Street Journal ou n'importe quel autre média peut simplement donner les noms de 4 ou 5 de ces navires qui auraient traversé le détroit d'Ormuz, eh bien, ils doivent être introuvables. Il n'y a rien de secret là-dedans. Si ces navires ne sont plus dans le Golfe Persique et qu'ils sont à l'extérieur, tout le monde sait de qui il s'agit parce qu'ils sont restés bloqués là-bas depuis plus de 3 mois maintenant. Donc, ils peuvent très bien donner les noms des navires. Ils peuvent dire « ce navire transporte tel pétrole, telle quantité de brut ou telle cargaison », mais ils ne le feront pas. Ils se contenteront de dire « des dizaines de navires, 40 navires, 70 navires ».
Mais tout ça, c'est inventé. Hier soir, les Américains ont encore essayé de faire passer plusieurs navires par le détroit d'Ormuz et ils ont échoué. Les navires ont dû faire demi-tour. Et bien sûr, l'un d'eux a expliqué ce qui leur était arrivé. Sans l'autorisation de l'Iran, ils ne peuvent pas partir. Donc les Américains, encore une fois, dans leur colère, ont frappé quelques zones vides. Mais ils ont aussi, je crois, touché une tour fabriquée par les Iraniens. Ils peuvent la remplacer rapidement. Ensuite, les Iraniens ont tiré sur des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Voilà, c'est là où on en est. Les Iraniens ripostent durement, de manière proportionnée. Les Américains, eux, n'ont pas réussi à faire sortir leurs navires du Golfe Persique. Et on en est là. Si les États-Unis tentent de recommencer ce soir, ou dans les nuits qui viennent, on verra le même type de réponse. Et si les Américains frappent les Iraniens, alors les Iraniens riposteront encore plus fort. Quand les Américains ont frappé un pétrolier iranien il y a quelques nuits, les Iraniens ont répliqué très durement contre le Koweït, le régime bahreïni et les bases américaines, notamment celles qui se trouvent là-bas. À ce moment-là, les Américains ont aussi affirmé qu'il ne s'était rien passé. Mais les images satellites montrent clairement le contraire. Donc, c'est pas comme si les États-Unis étaient en position de force. Pourtant, les médias occidentaux veulent présenter la situation comme si les Américains connaissaient un certain succès. Même les médias hostiles à Trump, même ceux qui le critiquent pour ses échecs dans la guerre, ces mêmes médias, quand il s'agit de guerre psychologique, continuent de collaborer pleinement avec l'armée américaine et le département d'État. Je suis sûr que vous avez vu ce que le général Mohsen Rezaei a déclaré à CNN. Il a dit que la prochaine phase de la guerre, si les États-Unis cherchent à l'intensifier, consisterait à repousser les forces américaines jusqu'à l'océan Indien. Alors, quand on parle de confrontation, quelle est l'évaluation du côté iranien? Est-ce qu'il considère que les États-Unis cherchent vraiment à provoquer une escalade? Ou bien, pense-t-il que Washington veut rester dans ce type de conflit limité, en harcelant les forces iraniennes, en ciblant les ports et les îles, et en exerçant une pression sur l'économie du pays? Quelle est, selon eux, la véritable lecture de la situation? Sur le plan militaire, les Iraniens sont aujourd'hui plus forts qu'ils ne l'étaient avant la guerre, et leurs missiles sont plus nombreux. Le nombre de missiles avancés a augmenté. En ce moment même, ils se débarrassent des plus anciens lors de ces échanges. Si vous avez remarqué, certains vieux missiles sont encore tirés, justement pour vider leurs bases souterraines de ces anciens modèles et se concentrer sur les nouveaux, qui sont produits à un rythme soutenu. C'est la même chose pour les drones. Les capacités de l'Iran en matière de missiles et de drones sont donc plus importantes qu'avant. Et l'Iran travaille sur la précision, une précision encore plus grande qu'auparavant. Ils travaillent sur d'autres éléments, dans d'autres domaines, pour s'assurer que leurs missiles puissent traverser n'importe quel bouclier de défense. Ils développent aussi leurs capacités en matière de drones. Ils avancent, ils progressent sur le plan technologique, à la fois en qualité et en quantité. Et toutes les bases souterraines de l'Iran sont maintenant prêtes pour la guerre. L'Iran a encore augmenté le nombre de leurs, parce que les Américains et le régime israélien ont littéralement bombardé des milliers de leurs. Je ne sais pas combien exactement, 2, 3 000 peut-être, mais c'est énorme. Et ils ont gaspillé des milliards de dollars à frapper ces leurres bon marché, qui sont pourtant très efficaces. Franchement, les leurres fabriqués en Chine sont vraiment très bons. Certains des leurres sont iraniens, mais ceux fabriqués en Chine sont vraiment, vraiment très bons.
Les Iraniens se préparent donc à la guerre. Et la prochaine fois, on en a déjà parlé. Ce que le général Rezaei a dit, ce n'est pas nouveau, ni pour vous ni pour moi. On le sait et on le répète depuis un moment. La prochaine fois, l'escalade sera beaucoup plus rapide. L'Iran montera bien plus vite les échelons de l'escalade. Et ses alliés régionaux aussi, surtout le Yémen. Le Yémen jouera un rôle bien plus important la prochaine fois, et ils s'y sont préparés. Ils ont renforcé leurs capacités et profité de cette période de calme pour développer leurs missiles et leurs drones, à la fois en qualité et en quantité. Je pense que les Américains le savent. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Trump, évidemment, mais il se montre plus prudent, à la fois dans son ton et dans la manière dont son armée agit sur le terrain. Dans les deux derniers cas, par exemple, les Iraniens ont riposté très durement et les Américains n'ont pas répondu. La nuit dernière, la réponse de l'Iran a été plus douloureuse que la frappe américaine contre l'Iran. Et les Iraniens, encore une fois, ont réussi à empêcher tout navire de quitter le détroit sans autorisation. Pourtant, on n'a vu aucune réaction des États-Unis. Donc pour l'instant, je pense que Trump ne veut pas d'escalade militaire. Mais est-ce que ça va durer? Qui sait? On a la situation au Liban, on a Netanyahou, on a l'attaque d'aujourd'hui et l'assassinat d'un haut officier de l'armée libanaise par le régime israélien. Ironiquement, juste après que le président libanais, installé par les Américains, a pris la parole contre l'Iran et contre la résistance. Et il est clair qu'il a toujours détesté, enfin je m'égare un peu, désolé. Mais le président et le premier ministre libanais empêchent les réfugiés de se déplacer vers d'autres régions du pays. En quelque sorte, ils les retiennent sur place. Et les ONG occidentales, ainsi que les ambassades occidentales, les encouragent à ne pas laisser les partisans de la résistance chercher refuge dans d'autres villes ou dans d'autres zones du pays, qui sont pour la plupart contrôlées par des factions ou des groupes peu favorables à la résistance. Et les Saoudiens, comme les régimes du Golfe Persique, font la même chose avec leurs groupes alliés. Ils leur disent aussi de ne pas laisser ces réfugiés, qui sont majoritairement chiites, quitter les zones à majorité chiite. Donc, les Saoudiens, les Qataris, les régimes du Golfe, les ONG occidentales et les ambassades occidentales coopèrent tous avec le président, le premier ministre, tout le monde, pour ériger ce mur qui empêche les gens de se déplacer dans leur propre pays. Je ne vois pas un autre pays qui aurait pu faire une chose pareille à son propre peuple. Et en plus, ils empêchent l'Iran et l'Irak d'envoyer de l'aide, pas une aide militaire, juste de l'aide humanitaire. Ils bloquent même les citoyens ordinaires qui, à Téhéran, rassemblent de l'argent pour envoyer cette aide au Liban, parce qu'ils veulent que le moral des partisans de la résistance s'effondre. Ils veulent qu'ils aient faim, qu'ils soient humiliés. Le président du Liban est donc une personne vraiment sinistre. Le premier ministre aussi. C'est un relais des États-Unis. Et donc ils sont allés, et en violation de la Constitution, ils ont mené des négociations avec les Israéliens. Et bien sûr, ils ont rejeté la position de l'Iran, qui voulait forcer les Israéliens à accepter le cessez-le-feu et à se retirer, encourageant en fait les Israéliens à violer ce cessez-le-feu. Ensuite, ils ont mené ces discussions directes et ont fait une énorme concession. Ces discussions en elles-mêmes sont déjà une grande concession au régime israélien, à un moment où le reste du monde se détourne de ce régime. Et en retour, ils n'ont rien obtenu. Ils ont donc signé un accord avec le régime l'autre jour. Et ensuite, le président s'exprime contre l'Iran. Et qu'est-ce que fait le régime israélien? Ils sont allés assassiner un haut responsable militaire et 2 de ses compagnons alors qu'ils se rendaient dans l'une des zones évoquées pour le cessez-le-feu entre le gouvernement et le régime israélien. Le président s'est donc, en réalité, humilié lui-même.
Il a tout donné au régime israélien, sans rien obtenir en retour. Il a en plus insulté les gens qui soutiennent la résistance, c'est-à-dire la majorité. Je veux dire, lors des dernières élections législatives, ses partisans ont obtenu à peine un tiers des voix de l'Alliance qui soutient la résistance. Mais bon, voilà, on en est là. Le fait est que Netanyahou et Trump ne veulent peut-être pas élargir la guerre, ni relancer une guerre ouverte. Mais il faut voir ce qui va se passer au Liban. Il faut voir jusqu'où Netanyahou veut pousser les choses et quelles forces sont en jeu dans la politique interne du régime israélien. Parce que personnellement, je pense, et je l'ai déjà dit la dernière fois, que la révélation d'Axios sur la conversation téléphonique entre Trump et Netanyahou, eh bien, même s'il ne fait aucun doute qu'il n'y a pas de véritable fracture entre Washington et le régime de Tel Aviv, je pense quand même qu'il y a au sein des élites américaines des élites puissantes, des élites sionistes, des gens qui aimeraient probablement voir Netanyahou partir. Parce que tout cela a été une humiliation. Je ne sais pas si vous avez vu l'accord entre le gouvernement libanais et les Israéliens. Franchement, c'est risible quand on regarde les termes sur lesquels ils se sont mis d'accord. Il s'agit d'empêcher le Hezbollah d'attaquer Israël au sud du fleuve Litani et de déclarer le Hezbollah comme ennemi de l'État au Liban. Qu'est-ce que c'est ça? Et comment peut-on... Oui, bon, le président du Liban et le Premier ministre se soucient bien moins du Liban que l'Iran ne le fait. C'est un fait. Et ils s'en soucient infiniment moins que la résistance et ses partisans au Liban. Ce sont des collaborateurs. Ils ont été installés par des puissances étrangères. On se souvient très bien de la manière dont ils ont été mis en place, aussi bien le président que le Premier ministre. Ils n'ont pas de véritable base politique dans le pays. Ils ne représentent pas la majorité du peuple, ni le soutien populaire. Ils l'ont montré lors des élections. Mais comme ailleurs dans la région, on voit une collaboration entre l'OTAN et des acteurs régionaux au service des intérêts israéliens. C'est très clair. On a vu la même chose en Syrie et on l'a vu aussi au Yémen. C'est comme ça, tout simplement. L'Empire utilise ses supplétifs, ses relais régionaux, exactement comme il les utilise contre l'Iran. Il emploie les mêmes contre le Liban, les mêmes contre la Syrie, les mêmes contre le Yémen. Souvenez-vous, pendant la guerre américaine au Yémen, les bases situées dans le Golfe Persique servaient à bombarder le pays et à coordonner les opérations contre lui. Les régimes du Golfe Persique faisaient tous partie de cette campagne. Ces bases ont bel et bien été utilisées. Et quand les Israéliens attaquaient l'Iran avec le plein soutien des Américains, et sans eux, les Israéliens n'auraient même pas tenu 12 jours, les bases du Golfe Persique étaient là encore mises à contribution. Alors, penser que ces régimes agiraient différemment au Liban, ce serait faire preuve d'une grande naïveté. Michel Aoun a dit qu'à ses yeux, l'Iran utilise le Hezbollah comme monnaie d'échange. Et en regardant de plus près la relation entre l'Iran et le Hezbollah, j'en ai parlé avec plusieurs de nos experts dans ce podcast. Laissez-moi juste ajouter une chose. En réalité, c'est exactement le contraire. Les Américains sont plus que disposés à mettre fin à la guerre. Ils étaient prêts à accepter un cessez-le-feu si l'Iran acceptait simplement d'abandonner le Liban, de dire, vous voyez, d'accord. Mais l'Iran répond non, nous n'accepterons aucun accord sans que le Liban en fasse partie. Donc, Michel Aoun, ou quiconque tient ce genre de propos, sait très bien qu'il n'est pas honnête. Mais ils subissent une forte pression des États-Unis, tout comme la Turquie, le Qatar et les Émirats. Vous savez, quand les Américains font pression, ces pays obéissent. Et ces responsables au Liban obéissent aussi.
les Américains les menacent de les mettre sur une liste de sanctions. Ça veut dire qu'ils perdraient l'accès à leurs avoirs, à leurs comptes bancaires, ils ne pourraient plus voyager dans d'autres pays, et tout le monde n'est pas prêt à faire ce genre de sacrifice. Alors des gens qui un jour prennent une position, le lendemain en prennent une autre, juste pour la justifier. Ils finissent par dire des choses dont ils savent très bien qu'elles ne sont pas vraies. C'est donc la première fois, professeur Marandi, et je pense que vous en conviendrez, qu'on voit une situation pareille depuis 46 ans, depuis la révolution iranienne. C'est la première fois que l'Iran déclare clairement que si vous attaquez le Liban, si vous attaquez le Hezbollah, il y aura une réponse. C'est une nouvelle stratégie, une nouvelle attitude qui émerge de cette guerre, à cause de la réalité de ce qui s'est passé jusqu'à présent et de la manière dont ils ont réagi. On sait ce qui s'est passé en Syrie. La Syrie, c'était un cas très différent, parce que Bachar el-Assad, d'une certaine façon, a renoncé. Il a choisi de ne pas riposter, de ne pas apporter son aide. Vous vous souvenez, on avait parlé de la Syrie et de la volonté de l'Iran d'aider Damas. Mais eux ne le voulaient pas. Bachar el-Assad ne le voulait pas. Ce n'est pas parce que l'Iran était fan de Bachar al-Assad lui-même. L'Iran s'en fiche complètement. Et ça, c'est quelque chose que ces groupes sectaires, soutenus par les États-Unis, les Qataris et les Saoudiens, ceux qui sont sur la liste de paix, qui ont des chaînes de télé, des think tanks, des instituts et tout ce genre de choses, et qui ont travaillé pour l'Empire et contre le gouvernement syrien depuis une quinzaine d'années, ont essayé de transformer en question sectaire. Ils voulaient justifier leur coopération avec l'Empire. Et comme au Liban, quand Michel Aoun parle de l'Iran ou d'autres, ils essaient de justifier une position dont ils savent très bien qu'elle n'est ni morale ni juste. Ces gens sectaires, ils savent très bien que leur politique profite à Israël, au régime israélien, mais ils doivent la justifier. Alors ils disent que c'est une question de sectarisme en faveur de l'Iran. Pour Assad, sa secte ou sa religion n'avait aucune importance. Ce que l'Iran savait, c'est que la tentative de le renverser était une opération dirigée par la CIA, approuvée par Obama. Et donc, l'Iran s'y est opposé. Quand ils ont fait venir une dizaine de services de renseignement occidentaux, qu'ils ont amené des dizaines de milliers de combattants étrangers, Daesh, Al-Qaïda, Jaish al-Islam et tous ces autres groupes takfiri extrémistes, l'Iran s'est opposé à eux parce qu'ils savaient que le but, c'était de détruire la Syrie, de détruire l'Iran, l'axe de la résistance, et que le régime qui en tirerait profit serait le régime israélien. C'est pour ça que Netanyahou considère ce qui s'est passé en Syrie comme une grande réussite. Et imaginez un instant, s'il n'avait pas mené cette sale guerre en Syrie, si les supplétifs américains au Qatar et ailleurs n'avaient pas joué le rôle qu'ils ont joué, si tous ces gens payés pour coopérer ne l'avaient pas fait de cette manière, et si tous ces terroristes étrangers n'avaient pas été présents en Syrie. Imaginez la situation aujourd'hui. La résistance serait bien plus puissante. Le régime israélien est déjà à bout de souffle. Ce serait bien pire pour lui. Mais regardez maintenant la situation. Le gouvernement syrien coopère pour essayer de fermer la frontière avec le Liban afin d'étrangler le Hezbollah, la résistance. Et vous voyez tous ces gens pro-Daesh et pro-Al-Qaïda à Londres, en Occident et ailleurs. Ces militants pro-syriens, ils sont tous silencieux. Ils détournent le regard, ils regardent les nuages, le beau temps. Ils ne vont pas parler de la collaboration entre Jolani et Trump, parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire, et ils savent qu'ils ont joué un rôle clé. Ils sont tous complices de ce qui s'est passé, et donc complices aussi des succès qu'a pu avoir le régime sioniste. Je pense que c'est la principale raison pour laquelle l'Iran sort du silence
et parle de la situation au Liban. Parce que vous savez ce qui se passe là-bas. Ils veulent provoquer une sorte de guerre civile au Liban. Et quand le chaos éclate, c'est le même scénario que celui qu'on a vu en Syrie. Aujourd'hui, c'est pareil. Ils essayent de créer une guerre civile avec des gens qui s'affrontent entre eux, des communautés différentes qui se battent entre elles, et ensuite, on en profite pour prendre plus de territoire. C'est toujours le même schéma. Et encore une fois, ils veulent faire ça au Liban. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que le Hezbollah est capable de riposter avec des drones FPV et des roquettes. Alors quand les Israéliens ne sont pas capables de répondre militairement, ils veulent frapper la banlieue sud de Beyrouth, Daïa. Et c'est là qu'entre en jeu la nouvelle stratégie iranienne, qui est, à mon avis, très importante. On n'avait jamais vu ça avant. L'Iran dit, si vous attaquez Daïa, si vous la rasez, nous raserons le nord d'Israël. C'est nouveau. Exactly. Exactly. And again, Exactement. Et encore une fois, quand quelqu'un dit que l'Iran sacrifie le Liban, en réalité, l'Iran dit qu'il retourne à la guerre pour défendre le Liban. Ils savent très bien que ce qu'ils disent n'a aucun sens. Et ils savent aussi que le gouvernement libanais n'a ni la capacité ni la volonté de s'opposer au régime israélien. Le gouvernement libanais n'a jamais même cherché à se donner les moyens de protéger son peuple face au régime israélien. Mais ces gens-là sont liés à l'Occident. C'est la même chose qu'on voit au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats et ailleurs. Ce sont des régimes liés à l'Occident. Ce sont des dirigeants liés à l'Occident. Leur allégeance va à l'Occident. Même en Europe, on voit bien à quel point les dirigeants européens sont liés aux États-Unis, sans parler de ces nations faibles, ces pays sous influence en Asie de l'Ouest ou en Afrique du Nord. Mais en tout cas, le Hezbollah, d'ailleurs, ce n'est pas seulement les drones ou les roquettes, c'est aussi les embuscades. Ils mènent une guerre très sophistiquée et très efficace contre le régime israélien. Et bien sûr, comme vous l'avez justement souligné, le régime israélien, dans sa colère, bombarde des immeubles d'habitation, et l'Occident reste silencieux. Hier encore, on a vu, je crois, un nourrisson de 7 mois touché à la tête par le régime israélien en Cisjordanie. On a vu comment les médias occidentaux ont soit ignoré l'affaire, soit essayé de la justifier. C'est vraiment lamentable ce que sont devenus les médias occidentaux. J'ai arrêté de suivre tous les médias traditionnels de ce genre. Je ne m'informe plus du tout auprès d'eux. Je ne perds plus mon temps parce que ce n'est que de la propagande. Mais Israël ne va pas gagner au Liban et au final, ce sera un échec. La vraie question, c'est combien de temps ça va prendre. C'est comme la guerre des États-Unis contre l'Iran, cette guerre d'usure. Washington veut étouffer l'Iran et miser sur le temps pour faire plier Téhéran. Oui, ils peuvent continuer à essayer, mais au bout du compte, les États-Unis vont échouer. Et tout ça ne fera qu'aggraver les dégâts pour l'économie mondiale et pour l'économie américaine. Les États-Unis ont bien plus à perdre que l'Iran. Donc, l'Iran attendra sans aucun doute plus longtemps que les États-Unis, peu importe à quel point les prochains mois seront difficiles. Et le Hezbollah fera de même face au régime israélien, peu importe les difficultés des semaines et des mois à venir. Je pense que Netanyahou est dans une situation très sérieuse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Axios n'a absolument aucune crédibilité. Mais le rapport d'Axios sur la conversation téléphonique entre Trump et Netanyahou, à mon avis, contient plus de choses qu'il n'y paraît. Je pense que c'était peut-être destiné à affaiblir Netanyahou avant les prochaines élections. Je crois que le nouveau rapport de NBC News indique que l'Agence du renseignement de la défense américaine a porté au plus haut niveau la menace liée à l'espionnage d'Israéliens sur des responsables américains. C'était combien avant? Genre 99,99% et maintenant c'est 99,999
9%. Qu'est-ce qui a changé en fait? Enfin, je veux dire, je pense que is now 99.9999%. Like, what has changed? I mean, I think John Kiriakou somewhere John said Kiriakou that a dit quelque they part already qu'ils ont found out déjà, enfin je I crois think qu'il he a dit said quelque chose comme ça, something like this. qu'ils ont déjà They already found 99% de toutes les 99% informations of aux États-Unis. the information En in gros, the United il n'y a pas States. There grand-chose really qu'ils ne isn't sachent much pas. that they don't know. Apparemment, ils écoutent même les Many of conversations the téléphoniques du président. listening on He the said that. president's phone conversations. Yeah. Oui, mais si j'en parle, c'est parce que la guerre ne se passe pas bien. Et donc le jeu des reproches commence. Qui va être tenu responsable de ce désastre? Est-ce que ce sera Benjamin Netanyahou? Est-ce que ce sera quelqu'un de l'administration Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio? Je ne sais pas encore qui on va accuser, parce que quand on gagne, tout le monde se rassemble, tout le monde est du même côté. Mais là, comme vous l'avez dit à propos de Netanyahou, je pense qu'il est en train de comprendre qu'il va devoir assumer la responsabilité de ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Et Donald Trump, lui, n'acceptera pas d'endosser la responsabilité de cette guerre désastreuse, une guerre de choix contre l'Iran. Encore une fois, je ne fais que spéculer, mais Hegseth n'a pas vraiment d'importance, pas plus que Rubio. But Hegseth isn't important, nor is Rubio. These are just, pawns that can be. Ce ne sont que, vous savez, des pions qu'on peut jeter à la poubelle. But Mais je pense que si, enfin, le régime israélien est détesté. I mean, Ce qu'Axios a attribué à Trump, c'est le fait que tout le monde déteste Israël, le régime israélien, et tout le monde déteste Netanyahou. Donc, si j'étais sioniste, Dieu m'en garde, si j'étais un être monstrueux comme un sioniste, je voudrais écarter Netanyahou et mettre quelqu'un à sa place, tout aussi sinistre et malfaisant. Parce que l'opposition à Netanyahou, c'est la même chose que Netanyahou. Ils sont génocidaires. Eux aussi veulent que Daïa et Beyrouth soient rasés. Eux aussi veulent un génocide à Gaza. En fait, c'est la même chose. Mais si j'étais un sioniste aux États-Unis, je serais très inquiet pour l'avenir. Vraiment inquiet. Parce que le monde me déteste. Et le monde déteste mon suprémacisme ethnique. because the world hates me and the world hates my ethno-supremacism. And so what I would do Donc, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de faire porter la responsabilité à quelqu'un comme Netanyahou. J'essaierais de me débarrasser de Netanyahou. Et je chercherais à le remplacer par quelqu'un d'aussi sinistre et d'aussi mauvais, mais en faisant semblant que ce n'est plus lui. Comme ça, les médias occidentaux pourraient dire collectivement que c'est un nouveau départ, que les excès, parce qu'ils ne peuvent pas dire génocide, que les excès de Netanyahou, les crimes commis par le controversé Netanyahou, sa sortie du pouvoir, tout ça, c'est une bonne chose. Et que ça prouve que le peuple israélien est un peuple raisonnable qui ne veut pas de génocide. Tout ça, c'est des mensonges. Mais c'est ce que je ferais. J'essaierais de le faire écarter. J'essaierais de faire en sorte qu'il perde la prochaine élection et qu'une coalition se forme sans Netanyahou. and that a coalition is formed without Netanyahu. It could include his current allies with his. Cela pourrait inclure ses alliés actuels avec ses opposants, ou bien des éléments issus de ses alliés et d'autres issus de ses opposants, ou encore uniquement ses opposants, selon les résultats. Ensuite, j'essaierai de donner un coup de jeune au régime israélien et peut-être de reculer sur certains fronts, comme à Gaza ou au Liban, tout en préservant probablement ce que j'ai gagné en Syrie ou quelque chose dans ce genre. Donc encore une fois, c'est pure spéculation. Mais si j'étais, Dieu m'en garde, un sioniste, c'est ce que je ferais. Et je pense que tout ce rapport de NBC ou l'article d'Axios, tout ça s'inscrit dans cette logique. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le régime israélien. Et bien sûr, ce n'est pas le sionisme. Mais je pense que tout cela contribue à affaiblir Netanyahou. I think it all helps to weaken Netanyahu. You've mentioned, Professor Marad, that Iran is using the Vous avez mentionné, professeur, que l'Iran utilise des missiles plus anciens. Pourtant, ils s'en sont servis lors de la récente attaque contre le Koweït et Bahreïn. Les images qui viennent d'Iran montrent qu'ils ont utilisé un missile Emot,
donc un MRBM, un missile balistique de portée moyenne, au lieu d'un SRBM, un missile balistique de courte portée. Est-ce que ça fait partie du plan? Utiliser des missiles plus vieux, moins précis, dans ce genre de riposte aux États-Unis, parce que la cible n'est pas si importante. C'est bien une réponse adressée aux États-Unis. Mais pourquoi avoir recours à des missiles de portée moyenne? Pourquoi pas des missiles de courte portée, puisque le Koweït est si proche de l'Iran? Pourquoi faire ce choix? Well, for a number of reasons. One is that they want to Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, ils veulent se débarrasser de leurs vieux missiles. Ensuite, ils testent les défenses aériennes et en même temps, ils testent leurs propres missiles pour voir comment ils se comporteraient face à ces défenses. Donc, tout ça entre en ligne de compte. Pour eux, c'est important de savoir quelle capacité ces régimes possèdent. Parce que si la guerre reprend, l'Iran va commencer à frapper ces régimes. Ils utiliseront différents types de missiles. Ils tireront depuis différentes régions du pays. Ils essaieront de préserver les missiles les plus récents et d'épuiser les plus anciens. Ils ne peuvent pas garder ces missiles indéfiniment. Et dans quelques années, ils seront tout simplement inutiles. Pendant la guerre, ils ont donc donné la priorité à ces vieux missiles et ils les ont utilisés pendant les premières semaines. Au début, en gros, ils n'utilisaient que des anciens modèles. Donc oui, ça fait partie de leur stratégie. Le nombre de missiles iraniens est aujourd'hui tellement énorme qu'à certains endroits, ils n'ont même plus la place pour stocker les plus vieux. Et pour les drones, c'est pareil. Les Iraniens en ont maintenant beaucoup plus qu'au départ. Il y a quelque chose dont on a parlé. D'ailleurs, ils construisent de nouvelles bases souterraines. Pendant qu'on parle, Oui. Avant de commencer ce direct, on en parlait justement parce qu'il faut en parler. En ce moment, il y a des gens qui évoquent la situation en Iran. D'après certains rapports, le président iranien Pezeshkian aurait dit à son homologue pakistanais que l'Iran allait se retirer du TNP. Et si l'escalade continue, l'Iran envisagerait, paraît-il, de faire une sorte d'essai nucléaire, une explosion dans le désert, pour montrer aux États-Unis que le pays a la capacité d'utiliser l'arme nucléaire s'il était attaqué par des armes nucléaires israéliennes. Quelle est votre lecture de tout ça? Et comment voyez-vous la question de l'Iran qui chercherait à se doter de la bombe ou à développer des armes nucléaires? tu sais, Nima, il y a des sujets que je connais très bien, d'autres que je connais un peu, et puis certains que je connais à peine. Par exemple, quand il s'agit de politique iranienne ou de politique étrangère de l'Iran, j'en sais quelques trucs. Je ne prétends pas être un expert. Et pour tout ce qui touche aux questions militaires, comme les drones ou les missiles, j'ai des contacts. Je connais 2 ou 3 choses sur les capacités de l'Iran en matière de missiles et de drones. Les grandes lignes, pas les détails. Je ne veux pas connaître les détails. Je ne veux rien savoir de secret. Et sur la question nucléaire, je ne sais rien de confidentiel. Je ne peux pas sortir et faire une déclaration catégorique sur le programme nucléaire iranien en me basant sur des informations que je n'ai pas, parce qu'elles n'existent tout simplement pas. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que si l'Iran avait voulu développer une arme nucléaire, il l'aurait fait depuis des années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Karazi. Il a été martyrisé, bien sûr, pendant la guerre. Pendant 8 ans, il a été le ministre des Affaires étrangères de M. Khatami, puis il est devenu conseiller en politique étrangère du Guide, l'un des 2 conseillers, avec le docteur Velayati. Et avant d'être martyrisé, il dirigeait un important centre de réflexion. Il a dit qu'à plusieurs reprises, publiquement,
l'Iran aurait pu construire une arme nucléaire il y a très très longtemps. Et il a dit ça il y a quelques années, 2 ou 3 ans environ. Donc oui, l'Iran pourrait facilement développer une arme nucléaire avec ses propres capacités. Ce n'est pas difficile pour l'Iran. Ce n'est pas un problème. Et aujourd'hui, l'Iran est technologiquement plus avancé qu'il ne l'était il y a quelques années. Donc vous voyez, ce n'est pas un souci. Et bien sûr, le programme de missiles iranien, on a vu à quel point il était efficace. Ils ont vaincu les États-Unis et le régime israélien dans 2 guerres. Donc ce n'est pas un gros problème. Le problème, et bien sûr le problème, c'est ce dont parlait le docteur Larijani, qui a lui aussi été martyrisé pendant cette guerre. C'était quelqu'un que je connaissais personnellement, que j'aimais beaucoup, un homme vraiment, vraiment bien. C'était pareil pour le docteur Karazi. Les gens parlaient toujours de lui avec beaucoup d'estime. Mais le docteur Larijani, je le connaissais plus personnellement que le docteur Karazi. Avant de devenir président du Conseil suprême de sécurité nationale, le docteur Larijani avait déclaré une fois à la télévision, si je ne me trompe pas, c'était il y a quelques années, que l'Iran n'avait pas l'intention de développer une arme nucléaire. Mais si je me souviens bien, il avait ajouté quelque chose comme, et je crois que le docteur Karazi avait peut-être dit quelque chose de similaire aussi. Je vieillis, j'oublie. Il faudra que les gens vérifient ça. Mais il a dit quelque chose comme « Si l'Iran faisait face à une menace existentielle, alors l'Iran reconsidérerait sa posture nucléaire. » Pour moi, l'Iran ne fait pas face à une menace existentielle en ce moment, non? Donc, ça c'est le premier point. Je ne peux pas commenter ce que le responsable pakistanais a dit à nos amis, parce que je sais que Larry et Pepe sont 2 personnes très honnêtes, des analystes très sérieux, et qu'ils rapportent toujours les propos avec une grande précision. Et je suis sûr que la personne avec qui ils ont parlé est quelqu'un qui doit avoir une certaine crédibilité ou un certain statut au Pakistan, ce qui les amène à le prendre au sérieux. Mais moi, je ne connais pas cette personne, et je ne sais pas quelles sont ses motivations pour dire ça. Tout ce que je peux dire, et donc je ne peux pas affirmer que c'est faux, puisque je n'ai pas de preuves, c'est ceci. D'abord, une mise en contexte. L'Iran et l'Ayatollah Khamenei ont émis une fatwa contre les armes nucléaires. Et tout ça, ça a une histoire. Son prédécesseur, l'imam Khomeini, l'Ayatollah Khomeini, avait émis une fatwa contre les armes chimiques, à une époque où l'Occident en fournissait à Saddam Hussein pour qu'il les utilise contre les Iraniens. Ces armes ont tué énormément de gens et en ont mutilé beaucoup d'autres. Et bien sûr, les régimes arabes qui sont aujourd'hui complices, à l'époque, finançaient la machine de guerre de Saddam. Ils participaient au programme d'armes chimiques, à d'autres programmes du même genre, et aux moyens de livraison de ces armes. À ce moment-là, l'Occident essayait même d'empêcher l'Iran d'acheter des masques à gaz. Alors à l'époque, on est allé voir l'imam Khomeini, l'Ayatollah Khomeini, pour lui dire qu'il fallait développer de nouvelles armes chimiques, et il a refusé. Il a dit « Affrontez cet ennemi monstrueux, c'est moi qui le dis, par tous les moyens possibles, mais vous n'avez pas le droit d'avoir des armes de destruction massive. » On ne peut pas avoir d'armes chimiques. Elles sont inhumaines. Alors, l'Ayatollah Khomeini, puis son successeur, le dirigeant suivant, ont émis une fatwa contre les armes nucléaires, il y a de nombreuses années. Et cette fatwa tient toujours. Dans l'idéologie chiite, il y a certaines différences avec la jurisprudence sunnite. En jurisprudence chiite ou dans l'ijtihad, les portes sont ouvertes. Dans l'islam sunnite, les portes de l'ijtihad sont fermées. Elles le sont depuis plus de 1000 ans. Mais pour les chiites, ces portes restent ouvertes. Cela veut dire que le temps et le contexte sont des éléments essentiels dans les décisions prises par le mujtahid, le jurisconsulte, le grand savant du droit islamique. Par exemple, en fonction de sa connaissance, comme tout grand spécialiste dans son domaine, de sa maîtrise de l'islam et de la jurisprudence,
Il doit toujours prendre en compte le facteur du temps et celui du lieu. He has to take the factor of time and place into consideration. So his ruling about whatever religious Donc sa law décision in sur telle ou telle Brazil loi will be religieuse au different from Brésil in India, peut être différente de celle en Inde, different from in différente India, aussi de celle en Iran may be ou different encore from de South celle en Africa, Afrique du Sud, n'est-ce right? pas? So place, Le lieu time, joue donc un rôle and important, play, le contexte aussi, society, parce que la society. société dans laquelle on vit, les circonstances, tout cela compte. Time is also a factor. Ce qui était approprié au XIXe siècle ne l'est plus au XXe, et encore moins au XXIe. Bien sûr, tout cela reste fondé sur la connaissance de l'islam et du droit islamique, mais ces facteurs ont leur importance. C'est justement ce qui fait que le fait de garder les portes de l'ijtihad ouvertes rend les décisions dynamiques, tout en préservant l'essence même des valeurs islamiques. Donc, le dirigeant d'aujourd'hui, la personne qui gouverne maintenant, c'est encore une autre personne. The Wani Faqih, the leader now, is another person. It is a third leader. Ayatollah. C'est le troisième dirigeant, l'ayatollah Saïd Mojtaba Khamenei. Lui aussi est un jurisconsulte, un mujtahid. Il peut émettre sa propre décision en fonction du moment, du lieu, de sa connaissance de l'islam et des circonstances qu'il observe autour de la nation ou du sujet en question. Il peut donc produire une fatwa différente. Elle pourrait être différente de celle de l'ayatollah Khamenei. La fatwa de l'ayatollah Khamenei reste valable, mais lui pourrait en avoir une autre, puisqu'il est maintenant le dirigeant. Mais je ne vois aucun signe de cela. Je ne vois aucun indice dans l'espace public que l'État ou le gouvernement souhaite changer de politique. Parce que, jusqu'à présent, tout ce que j'ai vu au fil des années, c'est le gouvernement expliquer au peuple qu'une arme nucléaire n'est pas une bonne chose, et pourquoi il ne veut pas d'armes nucléaires. Même si certains députés, des membres du Parlement, ou encore des religieux, ou je ne sais pas, d'autres figures publiques, disaient qu'il nous fallait l'arme nucléaire, l'État, les hauts responsables, les responsables militaires, tous faisaient tout leur possible pour affirmer publiquement que nous n'avions pas besoin d'armes nucléaires. Donc avant la guerre de 12 jours, si je me souviens bien, les sondages en Iran montraient à peu près un équilibre, 50-50. La moitié des gens voulaient l'arme nucléaire, l'autre moitié, non. Et bien sûr, à ce moment-là, le gouvernement et les responsables disaient qu'on n'en avait pas besoin. Après la guerre de 12 jours, la position du gouvernement n'a pas changé, mais les sondages que j'ai vus après le conflit montraient clairement qu'une majorité d'Iraniens voulaient une arme nucléaire. J'imagine, même si je n'ai pas vu de sondage depuis le début de cette guerre, et je suis sûr qu'aucun n'a été réalisé, que la tendance serait probablement la même. Je ne sais pas si cette question faisait partie du sondage, mais je n'en ai vu aucun résultat. J'imagine qu'une majorité encore plus large d'Iraniens pense que nous avons besoin de l'arme nucléaire. Et mon expérience personnelle va dans ce sens, parce que quand je suis dans la rue, que je fais des courses ou que je me promène, les gens qui m'abordent me disent souvent « Nous avons besoin d'une arme nucléaire ». Mais l'État, lui, n'a absolument pas pris cette direction. Je n'ai vu aucun signe, à aucun niveau, que le gouvernement, l'État, les forces armées, ou bien sûr le Conseil suprême de sécurité nationale et le guide aient changé de position. Et pour l'instant, je ne vois pas pourquoi ils le feraient, parce que je ne pense pas que l'Iran soit confronté à une menace existentielle, surtout après les résultats de cette guerre. Je ne vois pas pourquoi l'Iran aurait besoin de faire exploser une arme nucléaire. Franchement, à quoi ça servirait? Avec la technologie d'aujourd'hui, les simulations fonctionnent très bien. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour qui que ce soit de gaspiller une arme nucléaire, même s'il en possède une, juste pour une expérience de ce genre. Je n'ai donc aucune preuve de tout ça, mais je continue à suivre Larry Johnson. C'est l'une des rares personnes que je regarde quand j'ai très peu de temps dans la journée et que je veux écouter quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un que je veux suivre. Et bien sûr, c'est pareil pour Pepe.
Pour moi, ils sont tous les deux très crédibles. Je ne peux pas dire que ce qu'a affirmé cette personne pakistanaise soit faux, parce que je ne suis pas dans la confidence. Et si ce n'est pas exact, ça ne remet pas en cause ni Larry Johnson, ni Pepe Escobar. Oui, mais on sait qu'il y a en Iran de vraies discussions sur le TNP. Quelle est la signification du TNP si nous sommes attaqués? Si la centrale nucléaire de Bushehr est visée et que l'ennemi, lui, ne se fixe aucune limite dans ce qu'il fait. Oui, mais juste une chose. Et je sais que vous le savez et que beaucoup de vos auditeurs le savent aussi. Si l'Iran quitte le TNP, c'est pour avoir un levier, c'est pour punir les États-Unis et l'Occident. Ça ne veut pas dire que l'Iran va développer une arme nucléaire, mais ça rendra plus difficile la compréhension de son programme nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Récemment, je crois que c'était Channel 4 News ou un autre média qui a demandé, je crois que c'était eux il y a quelques semaines, pourquoi l'Iran a produit de l'uranium enrichi à 60%. J'ai répondu, il faut se souvenir de l'histoire. Il y a un contexte. L'Iran a signé un accord nucléaire en 2015. Il a fait beaucoup de concessions. Les Américains, sous Obama, ont trompé l'Iran. Sous Trump, ils ont déchiré l'accord. Et pendant 2 ans, l'Iran a continué à respecter ses engagements, alors même qu'il subissait les sanctions de la politique de pression maximale, en totale violation de l'accord. Les Européens et les Américains imposaient tous des sanctions de pression maximale. Alors, au bout de 2 ans, l'Iran a relancé son programme nucléaire. Et pour faire pression sur l'Occident afin de le ramener à la table des négociations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté le niveau d'enrichissement de l'uranium jusqu'à 60%. C'était un moyen de pression. C'était pour les obliger à revenir négocier et obtenir des concessions. Quand l'autre camp vous a sanctionné, qu'est-ce que vous mettez sur la table pour le pousser à lever ces sanctions? Vous mettez quelque chose en face. L'une des choses que l'Iran a mise sur la table, c'est justement l'enrichissement de l'uranium à 60%. Donc, si l'Iran quitte le TNP, ça ne veut pas dire qu'il veut fabriquer une arme nucléaire. Mais ça veut dire qu'il veut compliquer la vie de l'Occident. Donc, la chose intelligente à faire pour l'Occident, ce serait d'accepter le fait que, sauf ce que Robert Kagan et toi m'as dit à propos de son interview il y a quelques jours, que tu m'as promis de m'envoyer après l'émission, je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu son article dans The Atlantic dans le mensuel, où il disait que les États-Unis ont perdu, qu'il faut accepter la défaite, accepter l'Iran. Ça me rappelle le livre Going to Tehran des Leverett, dont je parle souvent. Et à partir de là, on peut normaliser, on peut avoir une autre situation. Est-ce que ça va arriver? Non, bien sûr que non. Pas avec ce régime américain, ni avec les élites actuelles. Mais le monde change. Regardez l'Iran et l'Union soviétique. On avait des relations exécrables. Dans leur rassemblement, les Iraniens scandaient « mort à l'Amérique » et « mort à l'Union soviétique ». Et bien sûr, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Personne ne devrait le comprendre littéralement. Il parle de l'empire, de l'impérialisme. C'est comme quand on dit « il a mordu la poussière ». Ça ne veut pas dire qu'il a mangé de la terre. Mais bref, on disait la même chose à propos de l'Union soviétique. Et puis, après le retrait des Soviétiques d'Afghanistan et le changement de leur politique, les gens ont arrêté de scander ça dans leur rassemblement. Et bien sûr, plus tard, l'Union soviétique s'est effondrée et les relations avec la Russie aujourd'hui sont infiniment meilleures qu'à l'époque. Donc, ce n'est pas comme si cette hostilité envers les oppresseurs de l'Iran devait durer éternellement, si ces oppresseurs disparaissent et que des gens décents les remplacent. On pourrait avoir entre l'Iran et les États-Unis le même type de relation qu'il y a aujourd'hui entre l'Iran et la Russie, ou entre l'Iran et la Chine. C'est une hypothèse, on en est encore très loin.
I think one of the points that General Rezai in his interview on Je pense qu'un des points que le général Rezaei a soulevé dans son interview sur CNN, c'est que la première étape serait de libérer 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés pour montrer aux Iraniens que les États-Unis sont sérieux. Pour commencer, pour lancer une négociation, pour amorcer un accord, il faut d'abord s'occuper de ces avoirs gelés. Et on sait bien que ce sont des avoirs iraniens, pas américains. Bien sûr, on sait aussi que la délégation iranienne, le président du Parlement, le ministre des Affaires étrangères et le gouverneur de la Banque centrale d'Iran s'est rendu au Qatar, qui est concerné par une partie de ces avoirs gelés. Qu'est-ce qu'on sait de tout ça jusqu'à présent? Frozen Iranian asset. What do we know about that so far? Well, the issue, Nima, is clear. Eh bien, le problème, Nima, il est clair. Les Iraniens disent « on ne vous fait pas confiance. Vous êtes des menteurs. » Et ils ont raison. On l'a vu avec le JCPOA. Obama, il ne vaut pas mieux que Trump. La seule différence, c'est que Trump est plus grossier, plus répugnant dans son comportement sinistre. Obama, lui, est plus sophistiqué, plus hypocrite. Mais lui aussi a trompé l'Iran. À chaque étape, il a triché avec l'Iran. Et dans toutes nos relations avec le régime de Washington, les États-Unis vous ont menti. Toujours, toujours, depuis le début de la révolution jusqu'à aujourd'hui. Alors cette fois, les Iraniens disent « Écoutez, on a le détroit d'Ormuz. On a gagné la guerre. Vous ne pouvez rien y faire. Vous voulez un accord? Commencez par remplir vos obligations. Montrez-nous que vous êtes sérieux et nous remplirons les nôtres. C'est notre argent. Rendez-le nous. » Si vous ne le remettez pas, il n'y a pas d'accord. Vous voulez un accord? D'abord, arrêtez de tuer des enfants libanais et quittez le pays. Vous voulez un accord? Montrez-le nous. Mais l'Iran ne va pas dire « D'accord, signons, on va faire ça. Et vous, vous promettez de nous donner l'argent. Vous promettez d'arrêter de tuer des enfants au Liban. » Bien sûr que non. Ils attendront que l'Iran remplisse ses obligations et comme d'habitude, ils continueront à tuer des enfants. Et les médias occidentaux, le New York Times, le Washington Post, le Guardian, tous feront semblant que la situation au Liban est très compliquée, qu'il est très difficile de savoir qui est responsable, comme pour Gaza, où des dizaines de milliers d'enfants ont été tués, et où, là encore, les médias occidentaux ont prétendu qu'il était difficile de déterminer qui était en cause. Donc, l'Iran sait très bien que l'histoire se répétera s'il ne négocie pas différemment cette fois-ci. Les Iraniens ont tiré les leçons de leurs erreurs dans leur relation avec l'Occident. Ils disent « nous respectons toujours nos engagements. Ce sont vous qui ne respectez pas les vôtres. Vous voulez traiter avec l'Iran? Montrez-nous que vous êtes sérieux. Si vous l'êtes, nous vous promettons que le détroit d'Ormuz restera ouvert. » Et tout le monde sait que l'Iran ouvrira le détroit d'Ormuz, parce que tout le monde sait que l'Iran respecte ses engagements. Tout le monde le sait. Les seuls cinglés, ce sont les sionistes aux États-Unis. Comment il s'appelle déjà celui-là? Levin? Oui, c'est ça, Levin, le sioniste grossier. Pompeo et tous ces gens-là. Lindsey Graham? Non, non, non. Enfin oui, Lindsey Graham. Ce sont des menteurs. Ils peuvent raconter toutes les absurdités qu'ils veulent. Mais chaque fois que l'Iran a signé un accord, l'Iran a respecté ses engagements. Et même trop. L'Iran en a fait trop. Beaucoup trop. Je veux dire, après que les États-Unis avec Trump ont déchiré l'accord et que les Européens ont en pratique suivi les ordres de Trump en imposant les sanctions de pression maximale, l'Iran a attendu 2 ans. Moi, je ne l'aurais pas fait. Peut-être qu'ils ont eu raison, mais moi, je n'aurais pas attendu 2 ans. Et ça montre bien que le problème n'a jamais été à Téhéran. Le problème n'a jamais été à Téhéran. Alors cette fois, les Iraniens disent « Vous devez nous montrer de la bonne volonté. C'est notre argent. Vous devez nous rendre notre argent. » Et oui, on rouvrira le détroit d'Ormuz pour la plupart des navires appartenant à ces pays qui ont contribué à tuer nos enfants. Omer. Vous savez, si on regarde les deux fronts,
l'un entre l'Iran et les États-Unis dans le Golfe Persique, et l'autre entre Israël et le Liban, lequel est le plus fort, le plus difficile pour les États-Unis à gérer? Les exigences iraniennes face à Israël et au Hezbollah, ou bien celles liées au Golfe Persique, avec la question du détroit d'Ormuz? D'après vous, lequel est le plus compliqué? Sans aucun doute, le Liban. No doubt, Lebanon. No doubt, Lebanon. Sans aucun doute, le Liban. Parce que c'est ce que Netanyahou, enfin au début, on avait un cessez-le-feu après la guerre. Avant qu'on parte pour Islamabad, ils avaient convenu qu'il y aurait un cessez-le-feu, que les navires pourraient passer par le détroit, un grand nombre de navires par le détroit d'Ormuz, et qu'il y aurait aussi un cessez-le-feu au Liban. Et puis Netanyahou a bombardé le Liban sans relâche. Et là, Trump a dit « Ah, eh bien, le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu. » Et les Pakistanais ont répondu « Bien sûr que si, vous aviez accepté ça. » Donc Trump était prêt, je pense, du moins jusqu'à ce moment-là, à respecter d'autres engagements, mais pas en ce qui concernait le Liban. Il voulait laisser les Israéliens tuer des enfants, comme ils le font. Ils savent faire ça. Alors les Iraniens ont dit non. Donc à mon avis, le fait que les sionistes aiment tuer des enfants, c'est un vrai problème. On a entendu le Yémen dire qu'ils sont prêts. Si Daïa est attaqué, ils feront partie de la riposte. Ce ne seront pas seulement l'Iran. Nima, l'axe de la résistance sera très différent lors de la prochaine guerre. Rien à voir avec celle des 39 jours. Ce sera vraiment différent. Oui. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci de m'avoir invité, Nima. Is it Sturchupine?